Bonjour à tous et bienvenue. C'est un plaisir, un grand plaisir de se retrouver pour cette 25e édition du CEFIA, édition anniversaire du salon. Je suis Pierre Christen, journaliste spécialisé en agroalimentaire et j'ai le plaisir d'animer les matinées du CEFIA de 10h à 12h30 sur l'espace conférence Hall 10. Les matinées du CEFIA vont vous proposer un condensé d'informations clés pour s'engager pleinement dans les transitions en cours. Ces matinées sont diffusées en live. Bienvenue à ceux qui nous suivent en ligne et seront disponibles en replay sur mycefia.com. Mercredi, le thème sera dédié à l'usine bas carbone. Jeudi, la révolution de l'emballage. Et aujourd'hui, cap sur des ingrédients bons pour ma santé et ma planète. Quelles nouveautés ingrédients permettent de répondre aux exigences croissantes des consommateurs? Quel est l'impact des recettes sur les achats en magasin? Comment mettre en valeur auprès des consommateurs les améliorations réalisées? Voilà les questions pour lesquelles des experts et puis les témoins industriels vont s'efforcer d'apporter des réponses. J'aurai le plaisir d'animer ces échanges dans un état d'esprit tourné vers l'échange de bonnes pratiques, la recherche de solutions concrètes. Après chaque intervention, on organisera une séance de questions-réponses. Le chat est ouvert sur le site internet et vos questions seront relayées par Nathalie Henbick. Quant au programme, une petite précision, un intervenant malheureusement a dû se désister. Simplement, on prendra un peu plus de temps sur les séances de questions-réponses. Donc il s'agit de Freddy Tiburce. On lui souhaite un prompt rétablissement. Entrons immédiatement dans le vif du sujet avec Sophie de Rénal que j'accueille. On peut l'applaudir. Sophie, bienvenue. Vous pouvez prendre place ici. Bonjour à tous, bonjour Pierre. Sophie, vous êtes directrice marketing de Nutri-Marketing. Nutri-Marketing, une société spécialisée dans l'innovation alimentaire et la communication nutritionnelle. Sophie, vous avez les yeux rivés en permanence sur l'innovation dans le domaine des nouveaux produits alimentaires au plan mondial et dans l'innovation dans le domaine des ingrédients alimentaires. Vous animez le club PAI, c'est une association qui regroupe des entreprises impliquées dans le domaine des ingrédients et des produits alimentaires intermédiaires, les PAI. Et sur le CEFIA, vous avez concocté l'espace ingrédients, l'espace tendance du hall ingrédients. Justement, rentrons dans le vif du sujet. Quelles sont les tendances identifiées? Alors, on a identifié quatre tendances sur le salon. La première, c'est la tendance réconfort. Et je crois qu'on en a tous besoin en ce moment. Donc cette tendance réconfort, elle est issue de la crise Covid, mais elle va peut-être continuer et elle va s'amplifier avec la crise ukrainienne, bien sûr. C'est évidemment le besoin de se faire plaisir. On était juste avant la Covid plutôt sur une tendance amélioration nutritionnelle. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là, on va voir. Mais le réconfort, c'est les Français ont pris 2,5 kg en moyenne pendant le premier confinement. C'est très lié à l'émotionnel aussi. Donc c'est besoin de se faire plaisir et finalement on se rend compte que les consommateurs ils disent oui, finalement se faire plaisir de temps en temps c'est dans l'équilibre alimentaire et voilà, ça fait du bien de se faire du bien et donc c'est vrai que cette tendance là est vraiment bien poussée et donc c'est du snacking. Alors snacking plus sain, c'est vrai, mais on va parler de snacking de densité nutritionnelle. Voilà, c'est des produits plus gourmands, c'est des produits plus traditionnels, c'est des produits, voilà, surtout chez nous, évidemment, gastronomiques aussi. Et nécessairement des produits sucrés ou également cela s'incarne du côté des produits salés? Bien sûr, les deux tendances sont fortes. Alors évidemment, on parle du chocolat parce que voilà, mais on se rend compte aussi que les consommateurs multiplient les prises alimentaires et notamment après le dîner, plutôt le soir. Et c'est là où on se fait vraiment plaisir. Donc là, ça va être plutôt du sucré. Mais on voit le boom de tout ce qui est apérodinatoire aussi. Donc beaucoup de salé de ce côté-là. Non, ça touche vraiment tous les types de produits. On veut se faire plaisir pour retrouver pour se faire du bien. Enfin, c'est vraiment très très lié au bien-être émotionnel. Alors Sophie, évidemment, difficile de ne pas penser à l'actualité internationale. Nous sommes tous atterrés. Parfois l'alimentation peut sembler futile, évidemment, vis-à-vis de ces problématiques géopolitiques. Et pourtant, l'alimentation est aussi une source de plaisir qui aide à tenir. Si on se projette sur l'édition 2023, ça veut dire que cette tendance va probablement aller croissant.
Oui, alors probablement parce qu'effectivement, suite à la Covid, ça a été très marqué donc en 2020 et début 2021. On était plus après sur des produits gourmands, mais gourmands avec une densité nutritionnelle. Là, on va repartir sûrement sur de la gourmandise vraiment pour anti-anxiété. Hein. C'est des produits anti-anxiogènes, on va dire, avec les crises qu'on a. Effectivement, ça devrait durer. J'ai entendu effectivement produits gourmands, mais quand même avec une préoccupation nutritionnelle. Est-ce que c'est une tendance que l'on retrouve à nouveau sur l'innovation alimentaire et l'innovation sur le salon? Oui, alors la tendance santé, elle est là depuis très longtemps et elle s'est retranscrite de différentes manières. À un moment donné, on n'avait pas le droit au gras, on n'avait pas le droit au sucre, on n'avait pas le droit au sel. Là, aujourd'hui, on parle vraiment de densité nutritionnelle. Ça veut dire que ma barre que je vais prendre, soit parce que je suis sportif, soit parce que j'ai faim à 4 heures, soit quoi, avant, elle était plutôt chocolatée, donc grasse et sucrée. Aujourd'hui, elle va être basée sur de la pâte de date, par exemple, avec des fruits secs dedans. Finalement, au niveau calories, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on va avoir des nutriments, donc des vitamines, des minéraux, des antioxydants, des micronutriments, par rapport à de l'autre côté où on va avoir des calories vides. Et donc, c'est vraiment cette tendance-là. Donc, on ne parle plus vraiment de calories. Alors, côté nutritionnel, le méchant, c'est le sucre. Ça reste le sucre aujourd'hui. Hein. Ça a été le gras, ça a été le sel, si on remonte 20 ans en arrière. Aujourd'hui, c'est vraiment le sucre. Le sel aussi, hein, on a vu récemment la Fédération des boulangers qui va réduire le sel dans les baguettes et dans les pains en général jusqu'en 2025. Au moins, il y a des choses prévues comme ça. Mais vraiment, le méchant, c'est le sucre. Et par contre, le gras qui était le méchant il n'y a pas si longtemps, là, aujourd'hui, c'est presque un super aliment, le gras, maintenant. Alors, il y a eu... Tout le gras, c'était pas bon. Après, il y a eu le bon gras et le mauvais gras. Et maintenant, même le mauvais gras est bon. Donc, tous les produits qu'on n'avait pas le droit de manger, les cacahuètes, les fruits à coque, l'avocat, la noix de coco, tout ça, c'est les super aliments d'aujourd'hui. Bon, voilà, ça change. Et effectivement, c'est la nutrition qui est une science évolutive et qui nous apporte des choses. Sophie, vous êtes une spécialiste également de la communication nutritionnelle. Pendant longtemps, c'était très difficile d'amener des arguments nutritionnels trop fonctionnels vis-à-vis de la culture hexagonale, plus tournée vers l'aliment et une culture du partage. Est-ce que ce n'est pas en train d'évoluer? Est-ce qu'on n'assiste pas à une forme de fonctionnalisation plus forte de cet argument santé? Alors, ces aliments nutrifonctionnels, ils vont être très quand même anglo-saxons. Hein. Si on prend l'exemple, les Américains, ils mangent des nutriments, ils ne mangent pas des aliments. Nous, on est en France, heureusement, et c'est sans doute ça qui nous protège. Notre French Paradox est lié à ça aussi. Je cite toujours l'exemple d'être allé chez des amis au Québec et le matin, on me présente une assiette de fromage et on me dit « Est-ce que tu veux de la protéine ?» Et le fromage, pour moi, c'est éventuellement du calcium, c'est éventuellement du gras, mais ce n'est pas forcément la protéine au départ. Et pour eux, c'est vraiment ça. Donc, c'est vraiment très anglo-saxon. Mais c'est vrai que c'est en train d'arriver petit à petit des aliments plus fonctionnels. On voit, par exemple, des aliments en ce moment avec le cannabidiol pour déstresser. On voit des choses comme ça qui arrivent chez nous, effectivement, gentiment. Sophie, je récapitule. Tendance 1, réconfort. Tendance 2, nutrition santé. Quelle est la tendance 3 ? Alors, tendance 3, c'est le local, là aussi très lié évidemment à la Covid. C'était déjà le cas avant. Alors, le local, tout au début, c'était pour la planète. Hein, on voulait réduire les émissions liées au transport. Puis, c'est arrivé avec la crise de 2008, la crise économique, souvenez-vous. On voulait déjà soutenir l'économie locale et les petits producteurs. Et puis, c'était un peu passé. Et avec la Covid, de nouveau, c'est quelque chose de très social. Et on va essayer de défendre... nos emplois, on va défendre notre agriculture, nos producteurs. Et puis aussi parce qu'on veut une autonomie. Hein. On a vu avec la Covid, on avait des problèmes d'approvisionnement. Je pense que ça ne va pas s'arranger là. Déjà, on m'a dit tout à l'heure que 70% de la lécithine de tournesol venait d'Ukraine et de Russie. Donc ça commence mal. On va retrouver de la lécithine de soja dans notre chocolat. Et donc, effectivement, c'est d'avoir une autonomie. Et de pouvoir effectivement reconstruire, repenser les filières. On y avait déjà pensé, hein, mais là c'est vraiment aussi la stratégie du gouvernement pour aller dans ce sens-là. Alors le locavorisme, c'est un concept né aux États-Unis, avec notamment en Californie, avec carrément une définition précisant la distance pour définir le local, 100 miles. Voilà, c'est un grand pays. En France, quand on parle local, qu'est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend région? Est-ce qu'on comprend France? Est-ce qu'on comprend ses environs? Alors, en France, on est chauvin.
Donc ça dépend vraiment à la fois du produit et puis à quel moment et du produit. Une saucisse de Montbéliard, si elle n'est pas faite dans le Jura, ou si c'est pas du porc, enfin si c'est du porc, il faudra qu'il soit du Jura, etc. Après, si c'est un produit par rapport à un espagnol, il faut qu'il soit français. Donc ça dépend avec quoi on se compare. Hein. Moi, je suis française, mais après ça, je suis creusoise, et après ça, je suis d'Aubusson et pas de Guéret. Donc voilà, ça dépend. Si je m'adresse à un Guérétois, ça ne va pas le faire non plus, vous voyez. Donc là, il faut vraiment ces fonctions. Maintenant, ce qu'on voit surtout, c'est au niveau des ingrédients. Les ingrédients se mettent en avant dans les recettes et en disant ben voilà, j'ai tant de pourcents d'ingrédients français, ou mon blé, alors le blé évidemment il va venir de France, le lait souvent aussi, les œufs aussi. Après ça il y a d'autres choses, c'est un peu plus compliqué d'avoir un approvisionnement France, mais de plus en plus on voit, donc dans les fruits ça va être surtout les pommes, les poires, des choses comme ça, mais il y a des filières amandes en France, il y a des filières évidemment chanvre, hein, on est le premier producteur européen, mais il y en a qui font de la stevia dans le Pays Basque, il y en a qui font évidemment du quinoa, les graines, enfin bref, on essaye tout, et donc on est en train de monter des filières françaises. Voilà, effectivement, et je retiens à travailler au cas par cas. Je récapitule les tendances, Sophie. Donc réconfort, nutrition santé locale. Quelle est la 4e et dernière tendance que vous avez identifiée sur l'espace ingrédients? Eh ben, c'est la transparence. Voilà. La transparence. À un moment donné, je viens de faire ma conférence dessus, mais donc la transparence, c'est évidemment à la fois le besoin très fort besoin des consommateurs de savoir ce que je mange. Hein. Pendant longtemps, le consommateur, on nous cache tout, on nous dit rien. Et je dois avouer que l'industrie agroalimentaire n'a pas été très transparente jusque-là. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une attente, à la fois pour la planète, mais à la fois pour la santé. C'est-à-dire, il y a dans cette transparence du clean label. Donc je veux enlever tout ce qui est... pas seulement les additifs artificiels, hein, ça peut être l'huile de palme, ça peut être l'aspartame, ça peut être les choses que Élise Lucet dont Élise Lucet va parler dans ses émissions et qui vont mettre l'opprobre sur un ingrédient ou sur une façon de faire. Donc il y a ce côté clean label. Donc je veux des ingrédients familiers, peu transformés, comme j'aurais pu le faire, des produits comme j'aurais pu les faire moi-même si j'avais voulu consacrer du temps. Et je lis cette tendance, ce côté-là avec... une tendance externalisation de l'alimentation qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est-à-dire que de la même façon que on faisait 50 ans en arrière nos vêtements, puis il y a le prêt-à-porter, et puis on faisait la cuisine, et ben il va y avoir le prêt-à-manger. Et ça veut dire ça veut pas dire qu'on mange en dehors de chez soi, mais ça veut dire qu'on se fait livrer, ou qu'on se fait livrer des box et il y a tout prêt dedans et il n'y a plus qu'à mettre en œuvre. Et ça va de plus en plus. On voit déjà dans les grandes villes, dans les appartements, les cuisines se rétrécissent, elles sont ouvertes sur la pièce de vie. Et donc c'est quelque chose. Est-ce que demain on aura encore une cuisine? C'est une question. Avec cette étude de Digital Food Lab qui vous dit que à Paris, non pas encore à Paris, à New York, à Singapour et à Hong Kong, ça vous coûte moins cher de vous faire livrer votre nourriture de toute votre vie que de louer 5 mètres carrés de cuisine. À Paris, c'est égal, même prix. Donc peut-être que demain, il n'y aura pas de cuisine. Nouveaux arbitrages, effectivement, et de grandes mutations du commerce qu'il ne faut pas perdre de vue. Hein. On voit le quick commerce, là, vous êtes livré en 10 minutes. Ça veut dire, si j'ai envie de faire des crêpes, pourquoi est-ce que j'aurai la farine chez moi qui me prend de la place? J'appelle, en 15 minutes, vous avez la farine, le lait, les œufs. Et puis voilà, vos crêpes, elles sont... De grandes évolutions qui vont effectivement interroger évidemment les recettes des produits alimentaires, mais aussi leur conditionnement. On en reparlera jeudi. Alors la transparence, c'est aussi évidemment le développement durable. Hein. Donc là, on va faire attention à la planète. Là aussi, il y a eu une grosse prise de conscience depuis quelques années, mais avec la Covid, beaucoup. Et donc là, on veut réduire le gaspillage alimentaire. En ce moment, on parle beaucoup de compensation carbone. On parle beaucoup d'emballage propre. Donc plus de plastique, bien-être animal, la biodiversité, ça englobe vraiment tout. Et donc voilà, on veut faire attention à la planète et à tout ce qui vit dessus. Donc c'est le concept One Health qui vous dit que notre santé à nous, et on l'a vu avec la Covid et qu'il y a une zoonose, que notre santé à nous dépend de la santé de la planète aussi. Donc il va falloir faire attention. Et la réglementation, que ce soit AGIEC chez nous ou Farm to Fork qui arrive européenne, va contraindre tout le monde à faire plus attention à la planète. Merci Sophie pour cette intervention qui nous donne des marqueurs clés. Vous pouvez applaudir Sophie pour cette présentation introductive. Je vous signale que Sophie propose des mini-conférences sur le salon, notamment à 13h30, 16h30 cet après-midi. C'est bien ça, Sophie? Oui, c'est ça. Et donc sur les tendances que je viens d'évoquer.
Et des tours innovation, pardon, dont un départ Dans 10 minutes. dans 10 minutes et un suivant à 14h30 pour ceux qui participent à la conférence. Je vous propose de prolonger cette conversation avec vos questions. Un micro circule dans la salle et vous pouvez aussi poser vos questions sur le chat. Nathalie Henbick s'en fera l'écho. Alors, est-ce qu'on a une question dans la salle là? N'hésitez pas à vous manifester. Oui, devant. Alors, présentez-vous avant de poser votre question, s'il vous plaît. Bonjour, je suis commerçant, je vends des produits régionaux en Bretagne. C'est bien. Et vous parlez de transparence sur les affichages. Et la question, c'est est-ce que ça ne peut pas desservir en fait la transparence? Parce que si on parle par exemple du blé noir en Bretagne où 70-80% vient de Chine, Alors, ça devient problématique, quoi. Alors, oui, sauf qu'aujourd'hui, les consommateurs, ils ont des applications. Je ne les ai pas évoquées là, mais les Yuka, les ScanUp, ce que vous voulez. Pour l'instant, c'est sur les additifs, c'est sur le pourcentage de bio, etc. Mais il va y avoir un EcoScore, un Planet Score, il va y avoir tout dedans. Et donc, de toute façon, vous ne pourrez plus le cacher. Donc, les consommateurs qui ont une appli Yuka, à 92%, ils reposent un produit qui n'est pas bien noté. Sur l'EcoScore et le Planet Score, on ne sait pas encore lequel des deux ou le mix des deux qui va arriver, mais en tout cas, c'est pareil. Les consommateurs reposent s'il y a un mauvais EcoScore, un mauvais Planet Score. Avant le Covid, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'utilisateurs du Yuka, et c'est vrai qu'on voit moins dans le magasin, j'en vois beaucoup moins en fait. Aujourd'hui moins, oui, mais parce qu'en fait, Yuka a été beaucoup remis en cause, et notamment par la Fédération de la charcuterie de mémoire. Ils ont perdu un procès, et donc voilà. Mais globalement, je pense que franchement, vous avez vraiment intérêt à être transparent. De toute façon, on se doute bien que, vous voyez, la lécithine de tournesol, alors moi je l'ignorais, mais qui vient d'Ukraine, mais de toute façon, ça va se savoir. Un jour, Élise Lucet va dire que votre blé noir, il vient de... Alors évidemment, sur des produits bretons, ça va décevoir. Merci pour cette réponse et j'en profite pour signaler que sur le salon, un exposant est effectivement pourvoyeur de sarrasin breton, une minoterie, ce qui prouve qu'effectivement la filière bretonne est aussi en cours de construction. La farine étant effectivement issue d'une minoterie bretonne et la filière amont étant en cours de construction. Merci à vous. Prochaine question. Présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, Marion Monnier de chez SIGA. Je me permets de rebondir sur l'intervention de monsieur, en effet, sur la notion de transparence. Donc SIGA est le seul acteur aujourd'hui à rendre compte du degré de transformation à l'aliment. Pour rebondir sur ce que vous disiez sur la transparence et ce besoin des consommateurs de savoir ce qu'ils mangent, à juste titre, vous avez indiqué qu'on allait vers des tendances du peu transformé. Et en effet, le deuxième critère d'achat aujourd'hui des Français reste le degré de transformation. Absolument. Et donc simplement pour dire qu'en effet, sur les tendances, on voit bien que le sujet de l'ultra-transformation est un vrai sujet et que plus de 80 études aujourd'hui épidémiologiques associent la surconsommation de ces aliments ultra-transformés et participent notamment au développement de nombreuses maladies chroniques. Donc des applications comme SIGA permettent également d'informer le consommateur sur la qualité de ce qu'il consomme. Absolument, c'est basé donc sur les travaux du professeur Monteiro au Brésil, au Brésil, le guide d'alimentation, c'est vraiment sur les 4 degrés de transformation des aliments, tout à fait. Mais de toute façon, c'est une attente des consommateurs. Donc, bien sûr, les industriels ont tout intérêt, et on le voit, c'est ce qu'ils font. Ils réduisent encore une fois la liste des ingrédients. Je parlais des bars tout à l'heure. Mais là, il y a la laitière, pour ne pas la citer, qui vient de sortir une crème avec seulement 4 ingrédients. Les soupes mettent en avant tous les ingrédients qu'ils mettent dans leurs produits. De plus en plus, ça va être comme ça. En effet, une application qui permet de répondre à l'attente pour des produits les plus simples, les plus bruts possibles. Une application aussi qui fait l'objet de discussions scientifiques. Je tiens à signaler effectivement un avis de l'Académie de l'agriculture qui se pose la question de la définition même de l'ultra-transformation. Des travaux sont en cours pour effectivement être le plus précis possible en la matière. Et toutes les applications ne sont pas forcément complètes. Et puis après ça, il y a un Nutri-Score, il y a un Planet Score, il y a
score SIGA, on parle de rémunérascore, hein, de score qui va lancé par une enseigne, oui, en effet. Degré de rémunération des agriculteurs. Le Casino a lancé un score du bien-être animal. Enfin bon, au bout d'un moment, trop d'informations tue l'information. On a le temps pour une dernière question. Oui, monsieur. Ah non, mais merci. On a juste le temps pour une dernière question. Merci de vous présenter avant de poser votre question. Bonjour, François Buche, enseignant-chercheur. Ma question est assez simple. En fait, on a beaucoup de mouvements géopolitiques, sanitaires qui font qu'il y a une rareté sur certaines matières premières qui dépendent du climat, qui dépendent de tout un contexte. Et d'après vous, jusqu'où le consommateur peut aller pour maintenir son modèle alimentaire ? Ça, c'est une question difficile. Le consommateur, si vous voulez, de toute façon, à un moment donné, il subit une offre. Donc il fait des choix. Aujourd'hui, on a un multi-choix, on a de la chance chez nous d'avoir un multi-choix, et donc il fait ses choix en fonction de certains critères. Ça peut être la transformation, ça peut être le goût simplement, hein, en France quand même beaucoup encore, le plaisir, le réconfort, etc. La transparence, la santé. À un moment donné, on voit que ça évolue. Il y a des produits, on dit 50% des produits qu'on consommera dans 5 ans n'existent pas encore. Donc ça veut dire que tout est à faire, et si on va tous vers une meilleure éthique, une meilleure nutrition, plus de local, plus de moins transformé, etc., on va tous dans le même sens, et à ce moment-là, on va effectivement avoir des consommateurs qui vont mieux manger, tout simplement. One Health. Voilà, exactement. Merci, ça sera le mot de la fin, Sophie. Merci beaucoup, Pierre, pour votre accueil. On la remercie pour son intervention.